Parfait. Donc, concernant les dispositions clés à mettre en œuvre que nous recommandons au niveau de l'ARS, à la fois pour les programmes neufs et puis pour les programmes qui sont destinés à de la restructuration ou de la réhabilitation, il y a un ensemble là de points qui sont entourés et qui sont prioritaires dans notre bonus écologique sur le croquis que vous avez sur la diapositive. Ça consiste à la mise en place effectivement de brises soleil pour empêcher et arrêter en tout cas les apports solaires. Une isolation, je dirais, par l'extérieur, qui est celle qui est la mieux adaptée, je dirais, en tout cas dans son fonctionnement en termes d'isolation des bâtiments. Des brasseurs d'air, mais des brasseurs d'air, je dirais, dans les espaces communs, parce que, je dirais, dans les établissements, notamment les EHPAD médico-sociaux ou bien sanitaires, on est contraint, je dirais, par les rails de transfert. Donc la mise en place effectivement de brasseurs d'air, malgré toutes les qualités que ça comporte, ça ne peut pas être installé. Il y a l'application de la réglementation environnementale 2020, donc obligatoire depuis janvier 2026. Puis, il y a l'aspect effectivement d'optimisation des surfaces vitrées, qui est un élément particulièrement important. La ventilation mécanique contrôlée avec un mode de surventilation nocturne pour permettre, je dirais, de faire en sorte que la chaleur accumulée dans le bâtiment durant une journée puisse être évacuée. Et puis des lieux refuges qui sont ceux vers lesquels les résidents ou en sanitaire les patients vont pouvoir effectivement s'installer pour rester dans un espace de fraîcheur. Donc voilà pour les éléments qu'on recommande. Ensuite, ça se traduit, si on peut passer à la slide suivante. Donc, en solution, je dirais, dont il faut bien comprendre effectivement les phénomènes qui sont à l'œuvre. Donc les ouvertures de fenêtres qui, elles, représentent en tout cas un point faible, hein, je dirais, sur un bâtiment, notamment à l'égard, je dirais, du rayonnement solaire. Eh ben, il faut prévoir des occultations, des protections et des occultations qui permettent d'éviter l'excès de rayonnement à l'intérieur du bâtiment. On estime que le captage de l'énergie solaire passive, en tout cas thermique et lumineuse, c'est de l'ordre de 30%. Donc le grand avantage des protections extérieures, ça réside dans le fait qu'elles rejettent le rayonnement solaire avant qu'il n'ait atteint en tout cas le vitrage. Et c'est un des premiers leviers d'action qu'on souhaite voir mis en œuvre effectivement pour stopper le rayonnement solaire qui est source de chaleur. On peut passer à la slide suivante. Alors, l'optimisation des ouvertures, j'en ai parlé effectivement sur la précédente slide, mais surtout dans le cadre du remplacement effectivement des menuiseries, il faut envisager une optimisation des surfaces vitrées, c'est-à-dire que la taille d'ouverture d'une fenêtre, c'est un élément déterminant dans la quantité de lumière extérieure qui parvient à l'intérieur des locaux, mais aussi le calcul qui consiste à déterminer le ratio d'ouverture des baies, qu'on voit en pourcentage effectivement sur la slide. Ce ratio, auparavant, il n'était pas trop regardé dans le cadre de la réglementation thermique 2012, mais là, aujourd'hui, dans les calculs qui interviennent dans la réglementation environnementale 2020, ça devient vraiment un gros impact sur les consommations. Donc, on voit que le ratio d'ouverture maximale, c'est une propriété qui dépend effectivement du type de fenêtre et de son angle maximal d'ouverture. Par conséquent, l'ouvrant à la française, qu'on peut voir effectivement à gauche de la diapositive, est celui qui présente le ratio le plus élevé. Voilà. Pour la surface également de B, on utilise habituellement je dirais, un rapport, hein, surface d'ouverture et surface, je dirais, habitable, qui doit raisonnablement être de l'ordre, effectivement, de 20%, indépendamment, je dirais, d'autres protections qui peuvent intervenir dans le cadre de la façade. Slide suivante. Voilà un exemple, effectivement.
d'un élément architectural qui est important, qui concerne des protections solaires fixes, ajoutées, rapportées ou en débord. euh, qui permettent en tout cas de bloquer la pénétration des rayons directs à tout moment de la journée et de l'année sur les façades le plus exposées au soleil, au rayonnement solaire, tout en contrôlant en tout cas les sources d'inconfort visuel qui peuvent être liées en tout cas à une orientation plein sud. Ça permet, on voit dans la photo effectivement à droite de l'épadon de sabre, ça permet également d'ombrager les surfaces vitrées qui, dans le cas de ce projet, sont généreuses et vraisemblablement correspondent à des espaces communs. Slide suivante. Alors voilà un élément effectivement aussi qui n'est pas suffisamment valorisé, qui est l'aspect effectivement d'occultation, euh, en tout cas de la perméabilité des occultations, et qui permet d'assurer à la fois une protection solaire durant la journée, mais aussi une fonction de ventilation la nuit. Euh, c'est le caractère, en tout cas perméable des occultations, ou ce qu'on nomme effectivement également le taux de passage de l'air. C'est un paramètre qui est particulièrement important dans le cadre du calcul de la RE 2020. C'était une chose qu'on ne regardait pas nécessairement de près dans la réglementation thermique auparavant, la RT 2012. 2012. À gauche, vous avez une liste de systèmes d'occultation qui ont un taux de passage d'air qui est relativement faible. Et puis ensuite s'enchaînent euh, des systèmes d'occultation qui, eux, disposent d'un taux de passage d'air le plus élevé, de 25 à 75%, tels que les volets roulants à lame ajourée, les volets à projection, les brises soleil orientables qu'on appelle aussi jalousie. Et ces occultations, elles vont être intéressantes car la nuit, on va pouvoir ouvrir les fenêtres et en même temps fermer l'occultation pour avoir un sentiment d'intimité et de sécurité. Et on va pouvoir également très largement ventiler la pièce la nuit pour la rafraîchir. Donc ces systèmes ils peuvent être équipés de gestion motorisée ou automatique de l'occultation. Mais ce sont des éléments importants pour favoriser effectivement la ventilation naturelle nocturne. Slide suivante. Toujours pour favoriser cette ventilation nocturne, on a effectivement, en tout cas, des dispositifs d'arrêt de porte, de limitateurs d'ouverture de fenêtres, qui permettent, voilà, de contrôler ces ouvertures afin que la ventilation nocturne puisse s'opérer à l'intérieur des pièces et à l'intérieur du bâtiment, parce que dans le cas à la fois des établissements sanitaires mais médico-sociaux, on a une contrainte majeure, c'est que les chambres, comme les hébergements, sont mono-orientés. Donc, on n'est pas dans une situation de locaux traversants. On ne peut pas faire bénéficier au mieux, je dirais, de cette ventilation. Par conséquent, il faut pouvoir ouvrir les fenêtres et les portes pour permettre à cette ventilation naturelle nocturne de se faire. Slide suivante. On a sur l'aspect de l'isolation thermique ici deux schémas qui représentent ce qui apporte effectivement de l'inertie importante, je dirais, au bâtiment. Voilà une toiture terrasse lourde isolée par l'extérieur, une façade en béton armé isolée par l'extérieur, au sol une chape de béton avec un revêtement de sol minéral tel que le carrelage, participe effectivement, en tout cas, de créer une inertie thermique forte, je dirais, pour le bâtiment. Ce qui n'apporte pas ou peu d'inertie, c'est des façades béton, en tout cas armées, qui sont isolées par l'intérieur, des chapes dalles béton avec des revêtements de sol, je dirais, qui ne sont pas parfaitement isolants, tels que les parquets et les moquettes, un isolant intérieur, je dirais, voilà, sur les calculs, en tout cas, les analyses qui ont été faites de cette configuration est pas tout à fait adapté. Et puis, un faux plancher technique ou un faux plancher, je dirais, sur une dalle béton qui participe pas, je dirais, à une bonne inertie du bâtiment. On va passer à la slide suivante. Concernant les systèmes actifs, on voit qu'un autre levier très intéressant, et il est intéressant aussi pour le calcul de la réglementation environnementale 2020, ça va être les brasseurs d'air. Euh, Ils permettent d'augmenter la vitesse de l'air
ce qui va donner une sensation de refroidissement, je dirais, intéressante, hein, pour les résidents, pour les patients. C'est-à-dire qu'on va pas modifier la température de l'air, mais on va changer la température ressentie par les occupants. Voilà, on a un tableau à droite qui montre que avec une vitesse comprise entre 0,5 et 1 mètre seconde, 1 mètre par seconde, ça va correspondre à une sensation de refroidissement dans la colonne qu'on a juste à côté, et équivalent à 1,5 à 3 degrés, effectivement, de sensation de fraîcheur. Donc, c'est un point, effectivement, important pour le rafraîchissement. Il faut, par contre, faire attention à la hauteur sous plafond, parce qu'il y a des flous de réglementation qui ne sont pas forcément, je dirais, cohérents. Globalement, la hauteur libre, c'est-à-dire on voit le petit a, c'est la hauteur entre le brasseur et le plafond. Euh, il est préconisé 30 centimètres. Il est possible de descendre effectivement à 20 centimètres avec en tout cas des fabricants de marque. Et pour la hauteur effectivement sous pale, entre le sol et les pales du brasseur, la distance recommandée, elle, est de 2 mètres 30. On peut descendre, je dirais, jusqu'à 2 mètres 20 au plus bas, mais vraiment pas plus. Si on veut pas avoir des problèmes de conformité, on recommande en tout cas une hauteur sous plafond de 2 mètres 6, 2 mètres 60, et il est possible en tout cas de descendre jusqu'à 2 mètres 50 si on sélectionne en tout cas des brasseurs d'air, je dirais, de marque connue. Bon, le brasseur d'air, c'est pas encore très répandu. C'est un handicap, je dirais, dans les établissements de santé, dans le sens, comme je l'ai dit précédemment, euh, les hébergements, les chambres, on a la présence de rails de transfert. Et ces rails de transfert, je dirais, ne permettent pas l'installation, je dirais, de brasseurs d'air. En sanitaire, l'utilisation du brasseur d'air, elle est un peu moins recommandée à cause, bon, de la présence de poussière ou de microbes qui peuvent être captés effectivement par l'appareil. Pour le médico-social, ces brasseurs d'air peuvent être effectivement, en tout cas, placés surtout dans les espaces communs, les espaces de rafraîchissement. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc la synthèse des leviers d'action du confort d'été qu'on recommande, de limiter les apports solaires, de favoriser le rafraîchissement passif, mais également de renforcer la qualité effectivement de l'enveloppe du bâtiment au niveau de l'isolation thermique, de compléter, je dirais, ces dispositifs par des systèmes actifs tels que les brasseurs d'air, le recours à la climatisation, bon, c'est en fonction du contexte climatique, et puis à l'égard des espaces extérieurs, de pouvoir développer des espaces extérieurs végétalisés, de supprimer en tout cas les revêtements bitumineux ou autres qui, eux, accumulent la chaleur et ne permettent pas de rafraîchir en tout cas l'environnement du bâtiment. Voilà pour la synthèse des leviers. Diapo suivante. Donc, sur les usages, bien entendu, il faut penser, il faut savoir que le confort d'été, ça ne dépend pas simplement du bâtiment, hein, c'est également de l'utilisation par les occupants et le personnel, et que ça doit être une dimension qui doit être bien intégrée par les équipes de maîtrise d'œuvre dans la conception, effectivement, des bâtiments. Penser les usages, c'est aussi penser des lieux refuges, comme on l'a vu précédemment. Mais vous voyez, sur l'enquête qui a été réalisée, on a statistiquement, je dirais, un très grand nombre, plus de 95%, notamment des EHPAD, qui sont équipés enfin, qui ont organisé un lieu de rafraîchissement et un lieu de refuge pour se rafraîchir au niveau des patients. Slide suivante. Voilà. Donc là, on passe effectivement des préconisations à l'action. On a un cas réel, je dirais, d'un projet qui a été instruit dans le cadre d'une demande d'aide à l'investissement, PAI, c'était l'an dernier, où un bâtiment, on voit dans l'image tout en haut avec les croix, euh, un bâtiment existant en forme de peigne datant des années 70, ne répondant plus du tout, je dirais, aux nécessités de limiter en tout cas voilà les apports de chaleur et de se protéger à cet égard. Donc un projet qui a consisté à démolir les trois ailes,
à restructurer et réhabiliter le noyau central de la grande aile du bâtiment, et ensuite d'implanter les hébergements dans une orientation qui est un peu plus tournée vers le nord, qui permet, je dirais aujourd'hui, d'être mieux adapté par rapport à ces situations de changement climatique, et sous la latitude quand même de Saint-Paul-les-Dax, hein, et avec ensuite un traitement paysager de cette partie démolie qui participe non seulement au rafraîchissement de l'espace extérieur, mais également à donner des espaces d'agrément tout à fait, je dirais, bien accueillis par les résidents, le personnel, en tout cas tous les usagers, je dirais, de cet établissement. On passe à la slide suivante. Là, on a un exemple d'un projet en milieu urbain, puisqu'il s'agit de l'EHPAD de Ternègre à Bordeaux, sur les boulevards. Là, on a un bâtiment qui compose l'ensemble effectivement de l'EHPAD, qui est au cœur d'un grand îlot urbain végétalisé. Ce bâtiment des années 90 ne répondait plus, je dirais, aux besoins d'agrandissement, de modernisation des chambres. Et on a une équipe d'architectes qui est intervenue pour créer des volumes sur cette façade qui est orientée au sud, des volumes verticaux qui intègrent, je dirais, les pièces d'eau, donc les salles de bain, qui se succèdent comme ça pour créer des espèces de gros volumes un peu brise-soleil sur la façade, qui évite d'occultation par l'extérieur, à lame, ajourée, qui participe en tout cas à la fois de la ventilation nocturne, mais également du contrôle et de la limitation des apports solaires. On passe à la slide suivante. Voilà. Alors, sur les recommandations qu'on peut faire aux maîtrises d'ouvrage d'établissement, on a effectivement un éventail de solutions qui sont disponibles pour améliorer le confort thermique. Euh, pour pouvoir les traiter, en tout cas, ensemble, ça peut donner l'impression, je dirais, d'un catalogue assez hétéroclite, dans lequel c'est assez difficile de se retrouver. Nous, ce qu'on préconise dans le cadre du bonus écologique, c'est de privilégier avant tout des solutions dites simples et robustes, à savoir les occultations, les traitements des brise-soleil, euh, l'optimisation des ouvertures, l'utilisation d'occultation, je dirais, avec une possibilité de ventilation, etc. Pour maîtriser, je dirais, les coûts de maintenance et d'entretien. La climatisation, elle peut constituer une solution à explorer, mais lorsque toutes les autres solutions ont déjà été expérimentées et que les conditions de leur utilisation ont été respectées, dans ce contexte, je dirais, d'intensification, en tout cas de canicule, la climatisation, bien entendu, elle peut s'imposer dans les établissements, c'est pas un tabou. Cependant, elle doit être impérativement pensée en complément des solutions passives, et ceci afin de limiter le coût énergétique et de maintenance. Enfin, lors de la conception d'un projet, il faut réfléchir au scénario réel d'utilisation du bâtiment, ce qui va permettre de mieux adapter les différentes solutions techniques. Et dernière slide, voilà, vous avez euh, euh, les mails qui comportent les noms, en tout cas des différents référents immobiliers qui sont répartis par secteur sur la région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que le chef de projet de transition écologique qui chapeaute la feuille de route de la transition écologique de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, que vous pourrez contacter au travers de ces mails pour avoir plus de précisions ou des informations à l'égard de ce que je viens de vous présenter. Merci de votre écoute.